on nous accorde 10 minutes de discussion. Donc, je demanderai aux deux autres conférenciers de venir ici et on va donc donner la parole à la salle. Là, je vais poser une question au premier orateur. J'ai vu tout à l'heure que nous avez montré des culex et des larves de culex. Et c'est là où il y a celui qui fait des aspersions sur des moustiques qui ne communiquent pas le paludisme. Il fallait donner donc une photo d'anophèle et de larves qui sont parallèles à la surface de l'eau et non pas des culex qui sont obliques. Mais pourquoi je dis ça? On a donné des thèses de docteur en médecine sur la lutte antivectorielle et ceux qui font les aspersions font n'importe quoi. D'abord, si c'est l'hexachlorocyclohexane, HCH, c'est détruit par l'eau, etc. Alors on a vu pas mal d'aspersions n'importe où et n'importe comment. Voilà. Et puis la deuxième question que je posais à ceux qui ont à M. Narbonne et à M. Narbonne, c'est qu'ils ont parlé des pesticides de toute nature, mais il n'y a pas de contaminants radiologiques. Est-ce que vous l'avez volontairement occulté, scotomisé? Les polluants radiologiques existent partout. Alors, nous, on a interdiction d'en parler puisque toutes les agences sanitaires, tout ce qui est radioactivité, c'est le CEA, secret défense. Donc, aucune structure sanitaire en France ne doit s'occuper de problèmes nucléaires puisque c'est réservé secret. Donc, on n'intervient pas dans les négociations internationales, on n'en parle pas au niveau. Les agences sanitaires sont dessaisies de ce sujet-là. Point barre. Oui, dans ce que dit Jean-François est tout à fait exact. Il y a une omerta sur la pollution radioactive. Alors, la seule pollution radioactive dont on parle, c'est le radon. C'est-à-dire ce gaz qui est émis par certaines roches et qui vraiment, là aussi, pose un problème de santé publique, en particulier dans certaines régions en France, en Bretagne, du côté du Massif central, je crois aussi. Et là, c'est vrai que c'est un problème de santé publique. Les autorités sanitaires s'en occupent. C'est, disons, à peu près la seule, parce que, évidemment, cette pollution-là, c'est pas de la faute des industriels, c'est naturel, donc c'est la nature qui est fautive dans l'histoire, mais l'homme n'est jamais fautif, bien sûr. Donc, pour revenir à la première question, vous avez tout à fait raison. J'aurais dû donc vous montrer donc le vecteur anophèle. Qui se tient donc d'une façon donc horizontale au niveau de la surface de l'eau, pas les culex qui se maintiennent d'une façon verticale et qui respirent avec leur siphon. Vous avez tout à fait raison. Mais même les culex, ils sont actuellement donc responsables de pas mal de maladies parasitaires, telles que la fièvre jaune et la dengue et tout ça. Et ce que j'ai montré tout à l'heure, c'est pour quand même vous montrer qu'il y a une alternative pour l'utilisation de la lutte chimique, c'est la lutte biologique. Donc à base de la gambésie, qui sont des larvivores et qui sont vraiment des spécialistes, c'est-à-dire ils mangent en particulier les anophèles. C'est-à-dire pas les culex, parce que les culex avec leur siphon, ils leur tiennent donc à la gorge. Vous avez tout à fait raison, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, ici. Le micro, s'il vous plaît. Bonjour, j'aurais quelques questions pratiques à vous poser. Notamment, qu'est-ce qu'on peut, à l'échelle individuelle, au Maroc, faire pour participer justement à cette protection contre les déchets organiques. Notamment, ce qui m'intéresse concrètement, est-ce qu'il est prévu mettre en place le tri sélectif et est-ce qu'il y a une infrastructure pour gérer en fait ces déchets organiques? Autre chose, comment vous avez prévu mener la communication pour la sensibilisation de citoyens envers ce problème-là? Troisième question, très pratique, où vous en êtes avec la législation, voire interdiction des peintures glycérophtalmiques qui sont largement utilisées au Maroc, et qu'est-ce que vous avez à proposer aux artisans en contrepartie, puisqu'il faudrait les remplacer? Merci. Merci également pour vos questions vraiment très pertinentes. Je vais vous raconter comment le Maroc, à travers bien sûr je vais répondre à vos questions, comment le Maroc a pu éliminer ce dernier temps donc le paludisme. Il y a donc par le biais bien sûr de l'Organisation mondiale de la santé
l'adoption de certaines stratégies. Et ces stratégies, souvent, elles se reposent sur 4 principes. Parmi ces principes, il y a l'IUC, qu'on utilise souvent donc, dans le ministère de la Santé, c'est l'éducation, l'information et la communication. Il y a également un autre axe qui est donc celui de la collaboration intersectorielle. Par exemple, pour le paludisme, il y a 4 axes. Il y a la surveillance contre le parasite, il y a la surveillance contre le vecteur, il y a l'IUC, il y a la collaboration intersectorielle. Ce que j'ai montré tout à l'heure, ce sont vraiment des photos choquantes. La situation, elle est un peu alarmante, c'est pas très bon. Donc il faut utiliser, c'est-à-dire l'éduquer, informer, communiquer avec les gens. Par exemple, nous ici, nous sommes des chercheurs, nous sommes des scientifiques. Généralement, les citoyens ne connaissent rien ce qu'il y a des données scientifiques et tout ça. Il faut communiquer avec eux. J'ai fait beaucoup de terrain et lorsqu'on communique avec les gens, on les éduque ainsi, on les informe par les dangers qui sont donc soit accumulés, soit donc qui peuvent être engendrés donc par les polluants organiques, et comme ça on peut aller vers l'avant. Bien sûr, la réglementation vient pour consolider donc ces efforts, et comme il a dit tout à l'heure le deuxième orateur, il a dit que le plus difficile c'est de convaincre les dirigeants et les politiciens donc de la pollution et de l'application des lois. Donc il y a là, c'est-à-dire entre nos mains, vraiment c'est le plus difficile de la chose, c'est d'aller vers les gens et de parler avec eux, de leur montrer comment faire les bonnes pratiques. Généralement, moi ce que j'ai vu sur le terrain, la plupart des gens, même à l'intérieur de leur maison, ils font bien toutes les choses. Hein. Ils sont propres à l'intérieur de leur maison, ils sont ordonnés à l'intérieur de leur maison, mais à un pas, c'est-à-dire à l'extérieur de leur maison, bien de leur milieu professionnel, c'est la pagaille, c'est les déchets partout, c'est la pollution et tout ça. On arrive donc à les convaincre, bien sûr, par les médias. On peut utiliser la radio, la télévision et aussi des spots publicitaires. Ça donne de très bons résultats. Merci. Il y a aussi la spécificité marocaine ou certains pays, si vous voulez, c'est que vous avez une pollution diffuse. Quand il y a beaucoup d'artisanat, ou par exemple les décharges sauvages qu'on fait brûler, ce qui était le cas par exemple en Italie où ils ont contaminé par la dioxine la mozzarella, c'est là où on fabrique le plus et qui sont diffus. L'artisanat, en particulier dans les villes marocaines, le petit artisanat, en particulier métallurgique, etc. Quand ils rejettent dans la collection des eaux usées, vous avez peu de gens qui polluent, qui fait 90% de la pollution de la ville, c'est quelques sources. Voilà. Alors après, quand on s'industrialise, enfin quand on va des grandes industries, il y a les grandes industries où au lieu de faire une décharge, on fait un incinérateur, c'est qu'on fait tout brûler mais à un seul endroit. Donc là, il est plus. Alors évidemment, on peut polluer beaucoup plus gravement le point, mais aussi on peut plus facilement le contrôler. C'est-à-dire un incinérateur, on peut mettre des filtres, on peut mettre des trucs qu'on peut pas mettre sur une décharge. Sur une grande industrie, on peut imposer des normes, etc. Donc il y a ce problème de basculement de sources diffuses quand il y a un petit artisanat ou des traitements locaux, des choses qui sont beaucoup plus difficilement contrôlables, y compris par les gestionnaires, par l'administration ou par les politiques, que quand il y a des grandes concentrations de grandes industries ou de grands centres de traitement. Donc il y a un problème de basculement d'un certain type d'économie ou d'activité à une économie centralisée qui peut être plus polluante mais qui aussi peut être plus facilement contrôlée. Oui, il y a peut-être aussi, je sais pas, un autre aspect aussi, c'est que traditionnellement, avant, les déchets, on les jetait et c'était des déchets biodégradables. Entre les animaux qui venaient manger ces déchets-là, etc., puis la dégradation naturelle. Donc ça posait peut-être pas trop de problèmes de balancer des déchets comme ça, et après tout, ça maintenait un certain équilibre. Mais le problème, c'est que maintenant, ces déchets ne sont plus biodégradables, ce sont des plastiques, tout un tas de cochonneries qui existent, et peut-être que là aussi, il y a ce changement d'habitude à faire passer, de dire, attendez, ce que vous jetez, ce ne sont plus des déchets biodégradables, ce sont des déchets qui persistent. Et la question que je voulais vous poser, vous l'avez dit un petit peu sur la fin, est-ce qu'on commence à avoir des données épidémiologiques au Maroc montrant des associations entre le développement de certaines maladies et puis des zones polluées? Vous avez montré Fès ou d'autres zones, Marrakech par exemple. J'étais effaré par la quantité de vapeur liée aux mobylettes. Enfin, c'est quelque chose qui m'a saisi à la gorge. Donc est-ce qu'il y a des études déjà qui tendent à montrer des effets ou...
ma connaissance, il y a peu d'études qui sont des études épidémiologiques dans ce sens. Même s'il existe, il y en a des études qui sont un peu fragmentaires. J'ai essayé de chercher avant de faire cet exposé, mais j'ai pas pu arriver à la source parce que souvent les dirigeants ils mettent ça top secret. Probablement que le terrain est très fertile, c'est-à-dire pour les réaliser. On est en train également, comme un laboratoire de diagnostic épidémiologique, d'essayer de faire ce genre d'études. Déjà, actuellement, on a fait le diagnostic de la situation. On est sorti sur le terrain, on a vu ce qui se passe. On a pris des photos, on essaie de discuter avec les gens et voir. Même, on a fait des campagnes, c'est-à-dire des enquêtes comme ça au niveau des consultants des centres de santé au niveau de la ville de Fès pour quand même voir cet effet engendré par la pollution, soit la pollution de l'eau, soit la pollution de l'air, soit la pollution du sol. Et on va aller peu à peu, espérant qu'on aura des résultats et des données plus ou moins épidémiologiques dans l'approche à venir. Merci. On va prendre la dernière question courte et une réponse courte et on arrête après. Oui, bonjour. En pratique courante vis-à-vis de notre patientèle de ville, quel bilan biologique simple préconisez-vous pour qu'on puisse avoir des bons indicateurs d'intoxication vis-à-vis de ces polluants? Alors là, ça c'est la question qui tue, effectivement. Oui. Le problème, c'est que la médecine environnementale n'existe pas ou très peu. Enfin, je ne suis pas médecin, donc ça m'est difficile de répondre à cette question. Mais y a-t-il des marqueurs biologiques que l'on puisse faire Oui, il y a des marqueurs d'atteinte. Oui, il y a des marqueurs. Pour avoir des indicateurs, il y a des indicateurs on va faire un questionnaire, on va avoir une suspicion. Le marqueur biologique reste quand même le plus important. Effectivement, il y a déjà, on peut déjà doser l'imprégnation, mais ce sont des dosages qui coûtent extrêmement cher, qui ne peuvent pas se faire comme ça en routine par un laboratoire d'analyse. En France, il y a 3-4 laboratoires qui font l'analyse des polluants. Après, des marqueurs d'exposition aux polluants, là aussi, il y a des marqueurs d'atteinte génétique, par exemple, des marqueurs, on peut prendre des marqueurs de stress oxydatif, par exemple, mais tous ces marqueurs-là, actuellement, ça reste des marqueurs, je dirais, qui sont au stade expérimental et pour des études de recherche. Ils ne sont pas couramment utilisés en routine pour faire un bilan de l'imprégnation. Mais là, effectivement, vous avez raison, il y a une voie absolument il faut s'engouffrer dedans pour que la médecine environnementale commence à prendre vraiment ces marques et se développe pour pouvoir avoir un lien entre des pathologies bien souvent qu'on n'explique pas. J'habite à Marseille, dans la région de Fos, il y a des pathologies, ils sont gâtés, il y a un aéroport, il y a des raffineries, il va y avoir un incinérateur, il va y avoir tout un tas et dans cette région-là, les médecins le disent, on est confronté à des pathologies inflammatoires, des pathologies auto-immunes, on ne comprend pas. Il y a des choses, on a du mal à comprendre, malgré les bilans que l'on peut avoir, on a du mal à faire un lien entre les bilans sanguins et puis les pathologies dont les gens souffrent. Et donc là, il est possible qu'il y a toute une voie effectivement d'exploration dans des marqueurs qui ne sont pas encore vraiment bien... Donc en fait, ce que vous me dites, c'est que mis à part le dosage des polluants, on n'a pas d'autres marqueurs? Si, on a d'autres marqueurs, mais qui ne sont pas encore à l'état, je dirais, utilisés de dosage façon... ville. Voilà, tout à fait. D'accord. Oui, je crois qu'il y a plusieurs outils. Le premier, d'ailleurs, on le recommandait quand on ne le fait pas chez soi, c'est toujours embêtant, puisque nous, on n'a toujours pas des registres du cancer. Mais déjà, que l'ensemble du corps médical soit des observateurs de ce qui se passe, je dirais, et avoir un registre des maladies par les différentes régions, par les observateurs de terrain qui sont les médecins sur place, ça c'est déjà... j'ai d'autant plus de mal à le dire qu'on ne le fait pas en France. Mais ça, c'est quelque chose qui ne coûte rien, à part de mettre en réseau les gens, et surtout maintenant avec l'informatique. Je pense que ça peut se faire assez facilement, mais ça se fait pas en France. Donc enfin, ça, à mon avis, c'est le premier élément qui coûte rien. Il suffit de marquer, à condition aussi d'avoir des diagnostics un peu homogénéisés. Deuxième chose, quand on parle des marqueurs, aujourd'hui, il y a des bioessais. J'en ai parlé tout à l'heure. Des bioessais, je vous ai parlé des RKLUX, etc. Ça coûte beaucoup moins cher. Et on voit le cocktail. Par exemple, moi, au labo, on est tous passés au RKLUX, etc. Et il y a mon copain Balaguer à Montpellier qui a montré que les fils d'agriculteurs étaient 15 fois plus d'activité oestrogénique dans le sang que les enfants témoins. Donc, et ça coûte, pourtant c'est un des plus chers, le Calux, parce qu'il faut payer une taxe, ça coûte 300 €.
Au lieu de coter 1000 € pour la dioxine, par exemple. Et vous avez l'ensemble des cocktails. Donc il y a des outils aujourd'hui qui arrivent, des outils biologiques qui coûtent beaucoup moins cher et qui permettent de faire de la surveillance indépendamment des spectres de masse haute résolution. C'est ce que je disais aujourd'hui. Les outils biologiques vont permettre, je dirais, un accès à la surveillance beaucoup plus facilement que les outils extrêmement sophistiqués, parce qu'aller chercher au picogramme des tas de trucs, ça coûte la peau des fesses. Et à l'arrivée, ça ne dit rien de plus en santé publique, parce qu'on dit j'ai 3 picogrammes et